Maintenant, la présentation du conférencier de ce soir, M. Alain Pecker. Alain Pecker est PDG de Géodynamique et Structures. Il est également professeur de dynamique des structures à l'École nationale des ponts et chaussées. Alain Pecker est né en 1949. Il est ingénieur civil à l'École nationale des ponts et chaussées. Dans son parcours, après être passé aux ponts et chaussées, il a fait un master à l'Université de Berkeley en Californie. De 1973 à 1974, il est ingénieur de recherche au laboratoire de mécanique des solides à l'École polytechnique de Paris. Entre 1974 et 1981, il est ingénieur à Mecasol SA, ingénieur conseil. Entre 1981 et 1993, il fonde et gère la SARL Géodynamique et Structures SA. Et depuis 1993, il est président-directeur général de Géodynamique et Structures. Depuis 2003, il est directeur de recherche associé CNRS, laboratoire de mécanique des solides, à l'École polytechnique de Paris. Il est président d'honneur de l'Association française de la technologie de tremblement de terre et ancien président du comité français de mécanique des sols et de géotechnique. Pour ses spécialités, son domaine d'expertise se situe dans le comportement des sols et il est spécialiste de génie parasismique en règle générale et plus particulièrement axé sur les sols et les fondations. Il est membre, entre autres, de l'Académie des technologies. Il a reçu plusieurs prix, j'en mentionnerai 3. En 1994, le prix Adrien Constantin de Magny de l'Académie des sciences. En 1994 également, le prix de l'Association française pour la construction. En 1999, le prix de l'innovation du groupe GTM. Il a écrit de nombreux articles dans des revues nationales et internationales. Il est l'auteur d'un livre sur la dynamique des sols et co-auteur de 2 livres sur la conception parasismique. Voilà, je lui cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi suivra un débat avec le public d'une 20aine de minutes. Je vous remercie. Bien, merci et bonsoir. Donc l'ouvrage que je vais vous présenter ce soir présente une particularité, c'est un ouvrage très important, comme vous allez le voir, mais surtout sa grande particularité, c'est que sa conception, son dimensionnement ont été guidés depuis le départ par la sollicitation sismique auquel il devait résister. Alors cet ouvrage, il est situé en Grèce. Il est au droit de la ville de Patras et l'intention de cet ouvrage, c'est de relier le Péloponnèse au sud à la Grèce continentale. Actuellement, pour faire la traversée, il existe un système de ferry qui n'est pas très pratique puisqu'il faut à peu près 20 minutes pour faire la traversée. Cet ouvrage est situé vraiment à un nœud du réseau routier de la Grèce, puisque c'est le chemin normal pour venir d'Italie par les bacs jusqu'à Patras, pour venir d'Athènes, qui est situé à peu près à 250 km à l'est. Autre particularité de cet ouvrage, c'est un ouvrage qui va être construit en concession, c'est-à-dire que la société concessionnaire va avoir à financer l'ouvrage, le concevoir, le construire, va en être propriétaire pendant une durée qui est la durée de la concession, 34 ans dans le cas présent, va l'exploiter et, au bout des 34 ans de concession, le rétrocéder à l'État grec. Alors, avec ce préambule, les points que je souhaiterais aborder pendant cette présentation, je vais vous faire d'abord une brève présentation du projet, vous parler des conditions géotechniques et des sollicitations auxquelles l'ouvrage doit résister, puisque ce sont les 2 paramètres qui ont vraiment gouverné la conception. Je vais ensuite concentrer un petit peu plus sur les solutions retenues pour les fondations et les méthodes qui ont été mises en œuvre pour les justifier. Et je terminerai avec les méthodes de construction et les photos du chantier pendant la phase de construction. Alors pour ceux qui ne savent peut-être pas tous les détails, une structure d'ouvrage en concession, c'est une structure un petit peu particulière, puisque en haut, vous avez un État qui décide de construire un ouvrage. Cet État, il va demander à une société, la société concessionnaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de le financer, de le construire, de l'exploiter. Bien entendu, la société concessionnaire, en fait, c'est une entité financière, va se retourner vers un constructeur et un concepteur pour réaliser cet ouvrage. Et pour être sûr que le travail sera bien fait, et conformément à ce qu'elle en attend, elle va s'entourer de contrôleurs, à la fois pour les études et de superviseurs des travaux. Les financements dont elle va avoir besoin vont venir des banques, bien sûr, sous la forme de prêts, et puis de l'apport en capital des actionnaires de la société concessionnaire. Et tout ça est géré, comme vous le voyez, par un certain nombre de contrats de concession, contrats de construction, contrats de contrôle des études et de supervision des travaux. Alors dans le cas présent, l'ouvrage en question, c'était la société concessionnaire regroupe les sociétés que vous voyez ici, essentiellement la société Vinci, société française qui détient la majorité, associée à 5 autres sociétés grecques.
La société constructeur, en fait, est constituée des mêmes entités, des mêmes sociétés. Encore une fois, c'est souvent le cas, mais il n'y a aucune obligation ni juridique, ni quoi que ce soit. Dans le cas présent, donc, la société de construction était constituée des mêmes actionnaires avec les mêmes pourcentages. Et pour être complet, les concepteurs, on retrouve de nouveau Vinci Construction au Grand Projet, associé à un GEROP, Domi, un bureau grec et nous-mêmes, et les contrôles des études étaient faits par un bureau canadien, Buckland & Taylor, supervision des travaux pendant la construction par Faber Mansell, un bureau anglais. Coût de l'ouvrage qui peut vous intéresser aussi, le coût total de l'ouvrage, vous le voyez, est de 770 millions d'euros à peu près, dont 630 millions uniquement en coût de construction. Le reste étant des frais financiers ou des frais de fonctionnement de la société concessionnaire. Les ressources, comme je l'ai dit tout à l'heure, viennent en partie de l'apport en capital des actionnaires, puis d'une subvention publique, de prêts des banques, qui bien entendu il va falloir rembourser pendant la durée de concession, et le tout étant bien entendu au début du projet toujours équilibré. Venons-en à l'ouvrage lui-même. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de franchir ce détroit ici, à 250 km à l'ouest d'Athènes, entre le Péloponnèse au sud, où se situe la ville de Rion, et la ville d'Antyrion sur le continent. La traversée ici vous fait à peu près 3 km à franchir. La solution qui a été retenue, c'est en fait un pont multi-aubané, c'est-à-dire un pont aubané, mais à plusieurs travées. Comme vous le voyez sur ce graphique, 3 travées centrales de 560 mètres de portée. On comparera tout à l'heure la longueur de ces travées à d'autres ouvrages connus, avec 2 travées adjacentes de 286 mètres pour un total du pont principal de 2,25 km, auquel il faut ajouter des viaducs d'accès, le tout portant la longueur totale de l'ouvrage à peu près 3 km. Alors, comme je l'ai dit, quand les gens conçoivent un pont, ils aiment toujours comparer à ce qui se fait ailleurs, et ils aiment bien avoir un record du monde, quel qu'il soit. Alors, si vous comparez les ponts à une travée, le plus long pont à une travée actuellement, c'est le pont de Tatara au Japon, dont la travée centrale est de 890 mètres, juste un petit peu au-dessus du pont de Normandie. Donc, en travée centrale, il est clair que Rion-Antyrion est un peu plus petit. Et en pont multi-aubané, c'est le pont de Tingkao à Hong Kong, qui lui a des travées de 450 mètres à peu près, et une portée totale de 1170 mètres. Donc si on voulait résumer, le pont de Rion-Antyrion, aujourd'hui, ce sera plus vrai dans quelques années, est le plus long pont multi-aubané actuellement au monde. Juste des images pour vous rendre compte, après vous verrez l'ouvrage. Ça, c'est le pont de Tatara au Japon, et le pont de Tingkao à Hong Kong. Alors venons-en maintenant à notre ouvrage, le Rion-Antyrion. Ici, vous avez une vue d'un des pylônes, c'est-à-dire un des supports centrales. Je vous donne quelques dimensions. La hauteur totale depuis la fondation, le sol est à ce niveau-là, depuis la fondation jusqu'au haut du pylône, 230 mètres. C'est un petit peu moins que la tour Eiffel, mais ça commence à faire une belle hauteur, dont 65 mètres, on le verra tout à l'heure, sont en fait situés sous l'eau. Entre le niveau de l'eau et le tablier, il y a à peu près 55 mètres, et il reste 130 mètres au-dessus pour atteindre la hauteur du pylône. J'attire votre attention sur la fondation, la dimension de la fondation que vous voyez ici. C'est un disque qui fait, alors à l'échelle ça paraît raisonnable, 90 mètres de diamètre. 90 mètres de diamètre, ça parle peut-être pas beaucoup comme ça, mais vous pouvez le voir comme étant représentant un terrain de football. Chaque fondation est la taille d'un terrain de football. La hauteur de cette fondation, des poutres que vous voyez là, c'est de l'ordre de 13 mètres. Le poids d'un pylône. Le poids d'un pylône, tenant compte du fait que, bien entendu, on bénéficie des 65 mètres d'eau et donc de la poussée d'Archimède, c'est 750 méganewtons, 75 000 tonnes par fondation. Et cette fondation va être soumise à des efforts qui viennent essentiellement de la sollicitation sismique et d'autres sollicitations. Ces efforts se traduisent au niveau de la fondation par un effort horizontal à reprendre de à peu près 600 méganewtons, 60 000 tonnes, et un moment de renversement d'à peu près 18 000 méganewtons-mètres, c'est-à-dire à peu près 2 millions de tonnes-mètres. Donc vous voyez des efforts colossaux qu'il va falloir d'une façon ou d'une autre reprendre, et ces efforts-là viennent essentiellement du séisme. Quelques dimensions justes sur le tablier pour que vous ayez une vue globale de l'ouvrage. Le tablier est relativement classique, ce sont des tronçons de 12 mètres. Chaque tronçon est accroché à des nappes de haubans que vous voyez ici. Il est constitué de 2 poutres longitudinales et de traverses transversales pour rigidifier le tout. Il a une largeur totale de 22 mètres et bien sûr, après, il est couvert d'une chape de béton. C'est donc un tablier mixte.
Juste pour que vous commenciez à réaliser un petit peu la taille de cet ouvrage, ça c'est une vue au niveau de la conception, c'est la travée d'accès, c'est l'extrémité du pont principal, donc au niveau où on va se raccorder au viaduc d'accès, c'est ce que l'on appelle la pile de transition. Pour vous donner l'échelle, vous voyez ici, vous avez la taille d'un homme par rapport aux dimensions de l'ouvrage. Les pieux de fondation que vous voyez là faisaient 2,20 m de diamètre. Bien. Alors quelles sont les conditions auxquelles on avait à faire face pour la conception de cet ouvrage? Comme je l'ai dit, un ouvrage repose sur le sol, donc le premier point auquel on va s'intéresser, ce sont les conditions géotechniques. Donc déjà là, on rencontre des premières difficultés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est au milieu du golfe de Corinthe. Donc pour faire ces reconnaissances des sondages dans le terrain, on va avoir recours à des techniques qui sont courantes lorsqu'on s'intéresse aux problèmes offshore, des plateformes en mer, qui le sont un peu moins lorsqu'on s'intéresse à des problèmes de pont. Toutes les reconnaissances vont être exécutées à partir d'un bateau, qui est ici. C'est un bateau qui a la particularité d'être avec un positionnement dynamique, c'est-à-dire qu'il a 4 propulseurs qui lui permettent de maintenir une position absolument fixe, quel que soit le courant ou quels que soient les vents. Alors c'est vrai jusqu'à un certain niveau de courant ou de vent, mais ce n'est pas toujours vrai. Et sur ce bateau, bien entendu, est embarqué tout le système de forage qui est ici. Qu'est-ce qui résulte de tout ça? Finalement, ce qu'ont montré les reconnaissances géotechniques, c'est que l'ouvrage, d'abord la profondeur d'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, est en moyenne de 65 mètres. Le Péloponnèse est à gauche, le continent à droite. Et sur tout l'ensemble du tracé, on n'a jamais rencontré de sol de bonnes caractéristiques. Tous les sols étaient constitués d'alluvions, c'est-à-dire de sable, de silt, d'argile, mélangés, de qualité relativement médiocre, et ce sur des très très grandes profondeurs, puisque les reconnaissances n'ont jamais atteint le rocher, comme je l'ai dit, et les estimations que l'on peut en avoir, soit à partir de la géophysique, soit à partir de la géologie, montreraient que le rocher se situerait à peu près à 500 mètres, 600 mètres de profondeur. Donc, première difficulté, la conception des fondations, avec les charges dont j'ai parlé tout à l'heure, sur des terrains de qualité médiocre. Les sollicitations, maintenant. Autre particularité de l'ouvrage, il se trouve dans une des zones sans doute les plus sismiques d'Europe. Vous avez ici tous les points verts, je ne sais pas si vous les voyez très bien, mais tous les points verts qui sont représentés sur cette carte. Donc le pont est situé en ce point-là, Patras, Athènes est situé ici. Tous les points verts représentent les séismes de magnitude 6,5 et plus qui ont été enregistrés dans la zone. Tous les traits rouges que vous voyez ici représentent le système de failles. Donc l'étude que l'on a été amené à faire, c'est bien entendu, à partir de toutes ces données, d'évaluer quelles pourraient être les sollicitations sismiques. Et il est apparu que, en fait, l'aléa sismique était gouverné par cette faille, la faille de Psatopyrgos, qui est située à moins de 10 km du site et qui était capable de générer un séisme de magnitude 7. Pour fixer les ordres de grandeur, un séisme de magnitude 7, c'est à peu près la magnitude du séisme qui a eu lieu à San Francisco en 89. C'est un ordre de grandeur. Autre particularité qui devra être intégrée dans la conception de l'ouvrage, il se trouve que du fait des mouvements tectoniques, le Péloponnèse au sud s'écarte du continent et il s'écarte à un rythme d'à peu près 0,8 cm par an. Donc si vous raisonnez en durée de vie de l'ouvrage, 120 ans, vous voyez que vous avez déjà intégré dans la conception le fait que les deux rives peuvent s'écarter d'à peu près 1 mètre. Avec ces données, donc les sollicitations, je ne vais pas rentrer dans les détails, sont traduites par ce que l'on appelle dans notre jargon un spectre de réponse de la structure. Retenez simplement, parce que c'est peut-être un peu plus parlant, l'accélération au niveau du sol est égale à 0,5 fois la pesanteur, 0,5 G. Et suivant la réponse de la structure, c'est-à-dire suivant sa conception et les fréquences de cette structure, vous voyez que vous pouvez atteindre des niveaux d'accélération de 1,2 G. Ceci sous les sollicitations horizontales. Et c'est ça qui génère les efforts colossaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 600 méganewtons et de 18 000 méganewtons-mètres. Je vous l'ai dit, le continent s'écarte, le Péloponnèse plutôt s'écarte du continent à un rythme de 0,8 cm par an. De plus, on pouvait craindre l'existence de failles au milieu du golfe. Donc il était demandé dans la conception d'être capable de reprendre un déplacement entre deux appuis quelconques. Donc vous avez figuré ici les 4 appuis du pont. Donc entre deux quelconques de ces appuis, il était demandé d'être capable de reprendre un déplacement soit vertical, soit horizontal de 2 mètres. Donc l'ouvrage devait pouvoir s'accommoder d'un déplacement de 2 mètres, quelle que soit la direction et quelle que soit la localisation. Dernier point
non négligeable. Le Golfe, dans cette zone, est soumise et le siège d'un trafic maritime relativement important. Et dans les conditions de calcul, il y avait également à prendre en compte le choc d'un pétrolier de 180 000 tonnes, se déplaçant quand même à une vitesse de 16 nœuds. Ça générait aussi des efforts qui étaient à peu près du même ordre de grandeur que le séisme. Ceci étant, on n'a jamais vu de bateaux de croisière de cette taille dans la région encore. Avant d'aller plus en détail et de vous dire comment finalement on a intégré tous ces points, tous ces paramètres dans la conception, il est important de réaliser qu'est-ce que l'on attend de la conception parasismique d'un ouvrage. Alors il y a deux choses importantes, me semble-t-il, dans la conception parasismique d'un ouvrage. Première chose, il faut, ce qui est marqué là, associer des critères de performance. Autrement dit, réfléchir à l'objectif que l'on va assigner à notre ouvrage. Et à ce critère de performance, on va associer un niveau de sollicitation donné. Bon, je vais m'expliquer un peu plus sur le transparent suivant. Et par ailleurs, il faut tenir compte de la très grande incertitude que l'on a sur la donnée des sollicitations. Lorsque vous concevez un ouvrage, un bâtiment, bon, vous connaissez le poids propre, vous savez ce que vous aurez. Ici, on a une très grande incertitude sur la donnée de base, qui est le séisme, parce qu'on ne le localise pas bien, parce qu'un séisme, c'est quelque chose qui se produit à l'échelle géologique et pas à l'échelle humaine. Donc on a une très grande incertitude que d'une façon ou d'une autre, on doit intégrer dans la conception de l'ouvrage. Alors, critères de performance, qu'est-ce que j'entends? La première question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que j'attends de mon ouvrage? Est-ce que j'attends qu'après un séisme, il soit parfaitement opérationnel? C'est la condition que j'ai appelée opérabilité, c'est-à-dire le séisme arrive, bon, les gens qui sont sur le pont sont un petit peu secoués, et puis le séisme, au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, s'arrête, on rouvre le trafic sans autre forme de procès. Bien entendu, l'objectif visé dans ce cas-là, c'est de ne pas avoir à intervenir sur l'ouvrage, c'est-à-dire de préserver votre outil économique. Alors bien entendu, on ne peut pas demander ça pour des séismes très importants. C'est pour ça que cette opérabilité des ouvrages, on la demande généralement pour des séismes modérés qui ont des périodes de retour, des périodes de récurrence relativement faibles, de l'ordre de la centaine d'années. Généralement, on se concentre essentiellement, et c'est ce point-là qui gouverne la conception des ouvrages, c'est un niveau intermédiaire pour lequel on va admettre que l'ouvrage soit endommagé. Et il est important de réaliser ça. On admet que notre ouvrage soit endommagé, mais ces dommages doivent être réparables. Autrement dit, après le séisme, il y aura une inspection, réparation, et l'ouvrage sera remis en service. Alors, là, on arrive à des niveaux de séisme un peu plus importants, bien entendu, et généralement sont associés à ces séismes des périodes de retour de l'ordre de 5 à 1000 ans, de 500 à 1000 ans. Et puis le dernier point, bien entendu, on cherche à préserver les vies humaines, donc on va demander à l'ouvrage que pour un séisme ultime, avec une période de retour beaucoup plus importante, typiquement de l'ordre de 5 à 10 000 ans, l'ouvrage ne s'effondre pas, tout simplement pour préserver les vies humaines. Mais si vous avez correctement conçu votre ouvrage pour répondre à cette partie-là, généralement, le séisme ultime ne pose pas vraiment un problème de conception. Variabilité. Alors, le Pondrion, les sollicitations dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour le niveau de sollicitation intermédiaire, dommages contrôlés, correspondait à une période de retour de 2000 ans. Autrement dit, on admet qu'un séisme comme celui qui est pris en compte puisse se produire tous les 2000 ans sur le pont. Ce qui ne veut pas dire qu'il va rien se passer pendant 2000 ans, mais c'est associé à une probabilité d'occurrence du séisme pendant la durée de vie de l'ouvrage. Variabilité du mouvement sismique. Tout à l'heure, je vous ai présenté la façon dont on définissait nos sollicitations, ce spectre de réponse. Ce spectre de réponse, il est défini à partir de données statistiques. En fait, c'est à partir de tous les enregistrements de séismes dans le monde. Compte tenu d'une magnitude, alors là j'ai pris 6,5, j'aurais pu prendre 7, et d'une distance à la faille, 30 km, les données statistiques et le traitement qu'il peut en faire vont nous dire que le spectre de réponse moyen va être la courbe en jaune. Là encore, on a une incertitude. La magnitude du séisme, on l'estime, on ne la connaît pas, ce n'est pas une donnée absolue. Donc des variations de magnitude entre 6 et 6,5 sont tout à fait possibles. Localisation des failles, même chose. On ne les connaît pas, une faille, la position d'une faille à 1 km près. Des variations d'une dizaine de kilomètres sur la localisation des failles actives, c'est tout à fait possible. Là, si vous faites varier les paramètres comme je viens de l'indiquer, vous voyez que la courbe jaune va passer de la courbe rose, qui est ici, à la courbe verte qui est ici. Donc vous voyez déjà une très grande variabilité. Mais vous pouvez aller plus loin encore, vous dire, après tout, ma courbe moyenne ici, elle résulte d'un traitement dans lequel j'ai retenu la moyenne de toutes mes données.
Si je vais un petit peu plus loin, je prends la moyenne plus un écart type, et bien pour les mêmes magnitudes et mêmes distances, vous allez vous retrouver avec une courbe qui est ici. Et ce que je veux vous montrer, simplement entre cette valeur-là et cette valeur-là, vous pouvez avoir un facteur 2. Et ça, c'est l'incertitude que l'on peut avoir sur la donnée au départ. Vous allez concevoir votre ouvrage pour cette sollicitation, mais il faut que dans votre conception intègre le fait que cette sollicitation peut être dépassée, et peut être dépassée, dans l'exemple que j'ai montré, d'un facteur 2. Alors comment peut-on s'accommoder de tout ça? Heureusement, il existe des réponses qui ont été introduites à l'origine dans le domaine des structures par l'école néo-zélandaise de génie parasismique, qui est ce que l'on appelle le dimensionnement en capacité. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement ce qu'est le dimensionnement en capacité. Vous prenez une chaîne constituée toute de maillons identiques, ou supposés tels, et vous tirez aux deux extrémités de la chaîne. Lorsque vous tirez, la chaîne va s'allonger, puis à un moment, elle va casser. Et cette fracture, cette rupture de la chaîne, en fait, peut se produire n'importe où. Vos maillons sont réputés être identiques, mais après, on est à l'échelle microscopique, où, suivant la façon dont ça a été fait, il peut y avoir des petites hétérogénéités, des petites imperfections, et la rupture peut se produire n'importe où. Si en plus vous prenez un matériau que l'on appelle fragile, c'est-à-dire qui se casse brutalement, le verre par exemple, et bien lorsque vous avez atteint la résistance maximum, le système casse. Alors vous concevez bien avec tout ce que je viens de dire, ce n'est vraiment pas la solution adaptée pour nos structures. Alors la conception, le dimensionnement en capacité, c'est une idée très simple. Se dire, finalement, dans ma chaîne, à un endroit spécifique, bien entendu un endroit que je vais choisir, je vais interposer un maillon différent, plus noble. Un maillot plus noble, c'est-à-dire un maillon constitué d'un matériau qui ne va pas se rompre brutalement, qui va avoir un comportement ductile, c'est-à-dire qui va s'allonger, bien entendu il va rester déformé, mais il s'allongera sans se rompre brutalement. Et puis, pour les autres maillons, je vais légèrement les surdimensionner de façon à leur donner, je garde mon même matériau pas très noble, mais je leur donne une capacité de résistance un tout petit peu plus élevée que ce point-là, de façon qu'effectivement, lorsque je tire sur ma chaîne, ce soit ce maillon-là qui prenne les efforts et s'allonge. Et moyennant quoi, avec la combinaison d'un maillon ductile et puis de N maillons, on obtient un comportement global que l'on appelle ductile. C'est un petit peu, alors à l'extrême, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu à l'extrême ce que l'on a dans une installation électrique. Lorsque vous avez un fusible quelque part, le fusible il est là pour effectivement se rompre et protéger le reste de l'installation. Alors ici, on ne se rompt pas, mais on concentre les déformations, on dissipe de l'énergie à ce niveau-là pour protéger le reste de la structure. Et donc toute la philosophie du dimensionnement en capacité est là. Et c'est cette philosophie que l'on a essayé d'introduire dans la conception des fondations du pont de Rion-Antirion, et c'est la première fois que dans la conception des fondations, on introduit cette notion. Alors, comment a-t-on fait? Les facteurs qui gouvernaient cette conception, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient essentiels, pas de rocher à moins de 500 mètres, donc pas moyen de venir s'appuyer sur un matériau résistant. Une grande profondeur d'eau. Alors vous me direz, dans la conception, ça a de l'importance, ça a surtout de l'importance pour la construction. Mais vous ne pouvez pas dissocier conception et construction, il est bien évident que les deux sont fortement liés. L'objectif de performance que l'on attendait de notre ouvrage pour la période de retour de 2000 ans, ce sont des dommages acceptables, mais un pont qui soit réparable et réutilisable. Alors, c'est bien une fois qu'on a dit ça, mais encore faut-il le traduire en termes qui soient utilisables par les ingénieurs. Cette notion de réparabilité, de dommage acceptable, on l'a traduit de la façon suivante. On admet qu'une fondation, n'importe laquelle, puisse se déplacer de façon permanente horizontalement, autrement dit glisser sur le sol, mais ce que l'on ne veut absolument pas, c'est que la fondation pivote. Et ça, vous pouvez le concevoir, lorsque vous avez un pylône qui fait 230 mètres de haut, s'il commence à pivoter, vous avez des efforts parasites qui s'introduisent et vous pouvez avoir un comportement instable. Donc le critère de performance, il s'est traduit comme ça, glissement horizontal acceptable, mais rotation interdite. Alors rotation interdite, ça veut dire qu'on s'est donné aussi un critère pour lequel on considérait que la structure pouvait supporter. Dernier point, et ça n'a pas grand-chose à voir vraiment avec la conception, mais c'est un paramètre qui s'est révélé extrêmement significatif dans tout le processus de construction de cet ouvrage, c'est la durée qui a été accordée aux études. Et j'insiste parce que généralement, ce n'est pas toujours le cas. Mais là, on a eu un concessionnaire qui était très réaliste, qui a réalisé très très rapidement la difficulté de l'ouvrage et qui n'a jamais voulu que l'équipe de conception et de construction travaille sous pression. Donc il a décidé que pendant 2 ans, il ne se passerait rien d'autre que de la réflexion du dimensionnement.
Donc cette durée significative, en fait, nous a permis effectivement de développer des concepts un petit peu nouveaux et d'apporter toutes les justifications voulues, chose qui n'aurait pas été possible si on avait travaillé sous pression avec le chantier derrière et la construction. Quel type de fondation ? Bien entendu, on a balayé à peu près tous les types de fondations, et les plus classiques, fondations sur pieux, mais très vite on les a écartés pour la bonne et simple raison qu'il n'y avait pas de rocher, et que le retour d'expérience, ce que l'on observe après des séismes, de fondations flottants, sur pieux flottants, c'est-à-dire qui ne travaillent que par frottement, n'est pas très très satisfaisant. Il y a beaucoup d'exemples de désordre de fondations sur pieux flottants en zone sismique. Donc, solution sur pieux a été écartée, plus la complexité de réalisation. Vous imaginez 65 mètres d'eau, faire des pieux, venir les connecter au radier, ça devenait très compliqué. On pouvait imaginer, comme ça se fait sur les plateformes offshore, et vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui a guidé tout le processus de réalisation de cet ouvrage, on est dans une condition d'environnement offshore. Donc il était licite et logique de se rapprocher un petit peu des techniques de plateforme en mer et de se tourner vers des solutions style caisson enterré. Bon, pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'attarder, ces solutions-là, on a dû également les écarter pour des questions de réalisation et de mise en place. On pouvait aussi se dire, le sol il est mauvais, mais en fait il est mauvais, très mauvais sur 25 mètres, pourquoi pas l'excaver et le remplacer avec du bon matériau. Mais si vous commencez à faire une fouille de 25 mètres de profondeur, compte tenu de la dimension de la fondation qui fait quand même 6000 mètres carrés, que vous en avez 4 dans le golfe, en gros ça revenait à draguer tout le golfe. Donc ce n'était pas vraiment très satisfaisant parce qu'il y avait un problème de remise en dépôt des déblais et puis il fallait trouver le matériau. Donc solution assez vite abandonnée. Et on est très vite arrivé à la conclusion que la seule solution viable, c'était finalement de revenir à la base, c'est-à-dire une fondation que l'on appelle superficielle, posée directement sur le sol. Mais bien entendu, compte tenu des caractéristiques du matériau que l'on avait, mettre une fondation directement sur le sol avec ses caractéristiques mécaniques n'était pas faisable. Donc, on s'est orienté vers une solution de renforcement, d'amélioration du sol. Jusque-là, rien de bien nouveau. Les techniques de renforcement de sol existent et ont été mises en œuvre sur d'autres ouvrages. L'originalité, c'est la technique de renforcement qui a été utilisée. On cherchait une technique de renforcement qui puisse être mise en œuvre dans un environnement marin, dont on soit sûr qu'elle soit bien mise en œuvre, parce que lorsque vous venez mettre des adjuvants dans le sol, par exemple de la chaux ou autre, il y a toujours un problème de contrôle de la qualité de la réalisation. Donc on cherchait une technique fiable et dont on puisse contrôler la qualité. Et l'idée qui est venue, après beaucoup de réflexions, de débats, d'échanges au sein de l'équipe de conception, ça a été de s'orienter vers des techniques où on mettait des tubes métalliques, tout simplement. Des tubes métalliques de 2 mètres de diamètre. Vous verrez une photo, c'est pas rien. Épaisseur 20 mm, longueur entre 25 et 30 mètres. Et on mettait un tube tous les 7 mètres sous chaque fondation. Sachant qu'une fondation fait 6000 m², vous arrivez à peu près à 200 tubes sous chaque fondation, multipliés, non pas par 4 fondations, mais par 3, puisqu'il y en a une qui n'avait pas besoin de ce renforcement. Mais ça, c'était la première partie. La deuxième partie, et toute l'idée, vraiment l'originalité du système vient de là, c'est de dire, au-dessus de cette couche de sol renforcée par mes tubes métalliques, je vais interposer une couche de gravier. Et le principe du renforcement, et je vais vous expliquer le pourquoi de ce principe, consiste à associer à la fois les tubes métalliques pour renforcer le sol et la couche de gravier. Et sans anticiper sur ce que je vais dire, vous verrez que la couche de gravier, c'est vraiment mon maillon noble dans mon système. Alors, une vue de la fondation pour vous représenter ce que c'est. Ici, c'est une vue, une perspective. Donc, vous ne voyez ici en fait que la partie sous l'eau, les 65 mètres. Vous avez la fondation avec ses 90 mètres de diamètre. Vous voyez les inclusions, un tube tous les 7 mètres et la couche de gravier au-dessus. Si vous regardez en coupe, vous voyez les tubes renforcés, la couche de gravier et la fondation. Et j'attire votre attention, lorsque vous regardez cette image, vous pourriez vous dire, mais ce sont des pieux finalement. Pourquoi appelle-t-on ça des inclusions? Ce sont des pieux. Eh bien, c'est tout sauf des pieux. Pour une bonne et simple raison, c'est que vous voyez qu'il n'y a aucune connexion mécanique entre les inclusions et la fondation. Le gravier vient coiffer les inclusions et la fondation repose sur le gravier. Ce qui fait que la fondation peut effectivement bouger par rapport aux inclusions, peut éventuellement décoller du sol. Elle est libre de vivre sa vie indépendamment des inclusions. Donc ça n'a rien à voir avec des pieux. Alors voilà une image d'une inclusion pour vous donner la taille un petit peu. Vous voyez, un homme à l'intérieur, c'est pas grand-chose. Alors, comment ça fonctionne?
lorsque vous avez une fondation qui est soumise donc à des efforts, son poids, et puis les fameux efforts horizontaux générés par le séisme, effort horizontal et moment de basculement, si vous prenez une fondation superficielle soumise à ce type d'effort, eh bien, il peut se développer dans le sol une courbe de rupture comme celle-ci. Et cette courbe de rupture va en fait engendrer des mouvements de rotation de la fondation, translation et rotation. Et je vous ai dit tout à l'heure, c'est typiquement ce que l'on cherche à éviter. Donc l'idée, c'est de dire je vais clouer mon sol en mettant des inclusions, de façon à lui donner à ce sol une résistance importante, de façon que la courbe de rupture qui avait envie de passer dans le sol, elle passe à l'interface entre le sol et la fondation, l'interface constituée du gravier. Donc le mode de rupture préférentiel dans ce cas-là, parce que le maillon le plus faible, c'est la couche de gravier, ça va être un glissement horizontal et on n'aura plus de rotation de la fondation. Alors, pour illustrer, ça c'est une fondation sur sol non renforcé, fondation superficielle, c'est à Mexico, c'est une photo prise après le séisme de Mexico en 85. Alors j'ai la plus grande admiration pour les architectes et je ne pense pas que l'architecte ait conçu cet ouvrage pour qu'on rentre à quatre pattes dans l'immeuble. Donc ça, c'est la position de l'auvent après séisme. Donc ça, c'était l'entrée normale de l'immeuble. Et si vous allez voir à l'arrière, vous voyez que dans ce mouvement de basculement, la fondation a refoulé tout le terrain. Donc typiquement, c'est ce que l'on voulait éviter avec notre principe de renforcement. Et si vous vous remettez dans la perspective de ce que j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment réalisé dans ce cas-là ce fameux dimensionnement en capacité. Ma rotule plastique, mon maillon dans lequel je vais dissiper l'énergie, qui va être celui qui va absorber les déformations, c'est ma couche de gravier. Cette couche de gravier, elle joue vraiment le rôle de fusible, on va le voir. Et la surcapacité des autres maillons que je renforce pour éviter qu'ils cassent avant, la surcapacité, elle est procurée par les tubes métalliques, le renforcement du sol. Et l'effet combiné de cette couche de gravier et du renforcement permet d'abord, chose très importante, de contrôler le mode de rupture, d'être sûr que ce sera une rupture par translation horizontale, et également, accessoirement, le rôle de fusible qui est là, on limite les efforts dans la superstructure, parce que bien entendu, vous ne pouvez pas transmettre à votre ouvrage plus que son poids multiplié par le coefficient de frottement. Donc vous limitez aussi, vous protégez votre superstructure, parce que vous savez quels sont les efforts que vous allez transmettre à votre superstructure, malgré toute la variabilité que vous pouvez avoir dans la sollicitation incidente. Alors, juste pour illustrer, je vais passer assez vite là-dessus, mais juste pour illustrer, en fait, comment les inclusions apportent à une surcapacité de résistance, je reprends ma fondation, donc soumise à des efforts appliqués, l'effort vertical, le moment de renversement, l'effort horizontal, éventuellement des efforts sismiques dans le sol. Bon, dans le cas présent, on n'avait pas de charge à l'extérieur. Et je vais chercher à calculer la capacité de résistance de cette fondation, soumise à ces efforts. On peut montrer que cette capacité de résistance se traduit dans l'espace des chargements, c'est-à-dire dans un trièdre dans lequel j'ai mis l'effort vertical, l'effort horizontal, le moment sur la fondation. Tous les efforts admissibles sont situés à l'intérieur d'une surface qui est schématisée ici. Il n'y en a que la partie supérieure qui est représentée. Bien entendu, elle est symétrique par rapport au plan horizontal. Donc tous les efforts admissibles se trouvent à l'intérieur de cette surface. Et lorsque vous avez un triplet d'efforts qui se situe à l'extérieur de la surface, ça veut dire que l'effort n'est pas admissible pour la structure. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir rupture, parce qu'on est dans un chargement qui est variable dans le temps, mais ça veut dire simplement que vous allez accumuler des déformations. De la même façon que vous prenez, alors je vais sûrement le faire tomber, mais vous prenez un bloc rigide sur une table que vous sollicitez. Si la sollicitation est faible, le bloc bouge avec la table. Si la sollicitation est un peu plus forte, si j'y arrive pas, le bloc va glisser par rapport à la table. Mais il ne va pas partir à l'infini. Il va glisser d'une certaine quantité. Et c'est ce qui va se passer lorsque mon triplet d'effort va atteindre la limite représentée par cette surface. À ce moment-là, il va y avoir glissement ou accumulation de déformations permanentes. Alors, comme j'aime pas trop travailler, j'ai du mal à voir dans l'espace, on va faire une coupe de cette section ici par un effort vertical constant et on va regarder une coupe de la surface ici. Donc j'ai représenté en abscisse l'effort horizontal, en ordonnée le moment de renversement, et ceci c'est une coupe par une valeur de l'effort vertical constant. Si je n'avais pas d'inclusion, si je prenais mon sol tel qu'il est, et si je mettais ma fondation de 90 mètres de diamètre, le domaine des chargements admissibles est représenté par cette courbe en bleu. Si vous avez gardé en mémoire les efforts que je vous ai indiqués tout à l'heure, 600 méganewtons pour l'effort horizontal, 18 000 méganewtons pour l'effort
le moment de renversement, vous voyez qu'on est complètement en dehors du domaine des chargements admissibles. Et on est suffisamment loin du domaine des chargements admissibles pour se dire que les déplacements ou les déformations que l'on va accumuler sont trop importants pour être acceptables par la Fondation. Le renforcement de sol que l'on a conçu a pour effet finalement, et ça ce sont des calculs théoriques qui le montrent, et il y a eu des validations, on les verra tout à l'heure, de faire croître le domaine des chargements admissibles de la courbe en bleu jusqu'à la courbe en rouge. Donc vous voyez la surcapacité que l'on a maintenant dans le système par l'interposition de ces inclusions dans le sol. Et si vous mettez une couche de gravier dessus, eh bien ça revient tout simplement à tronquer votre surface limite par une courbe, par une droite ici, qui correspond au poids de la fondation multiplié par le coefficient de frottement. L'effort horizontal, c'est le poids de la fondation que multiplie le coefficient de frottement. Alors tout le principe de la conception a été celui-ci, c'est de se dire, je vais dimensionner mon réseau d'inclusion de façon que, au cours de la sollicitation sismique, si pour une raison que je n'ai pas anticipée, ou même je peux le concevoir comme ça, les efforts appliqués à ma fondation venaient à toucher ma surface limite, bien entendu j'accumule des déformations comme j'ai dit, mais ce que je veux c'est que ce soit une translation horizontale. Donc toute la conception visait à ce qu'au cours du mouvement, on soit sûr de venir heurter notre surface limite sur cette portion verticale, associée à des modes de rupture, entre guillemets, correspondant à des glissements, et pas du tout sur cette portion-ci, où au contraire, le mode de déformation induirait des rotations importantes. Et il est possible, en jouant sur le réseau des inclusions, d'obtenir cet objectif. Alors bien entendu, c'était une solution qui était complètement innovante, comme je l'ai dit, et quand vous avez des contrôleurs, bon déjà vous avez votre client, le constructeur, donc qui lui, l'ouvrage coûte quand même 770 millions d'euros, donc ça fait réfléchir. Puis derrière vous avez le contrôleur, qui surtout lorsque vous avez affaire à des contrôleurs nord-américains, ils ont tendance à raisonner un petit peu par rapport à ce qui s'est déjà fait. Et la première question qu'ils vous posent, c'est où y a-t-il déjà eu un ouvrage conçu de cette façon-là? Ben là, vous êtes bien obligé de répondre nulle part. Donc, il a fallu apporter un certain nombre d'éléments de justification à cette conception. Alors, bien sûr, il y avait les éléments de justification ici qui sont des justifications théoriques. Je n'ai pas présenté du tout les équations, ce n'est pas mon objet, mais tout ça se montre par des modèles, si vous voulez. Mais un modèle, ça n'est pas la réalité. C'est une transcription, c'est votre vision de la réalité. Donc, ça n'était pas suffisant pour valider. Donc, on a eu recours à des essais en modèle réduit, donc une validation expérimentale, et ces essais ont été faits en centrifugeuse, tout simplement pour se remettre dans des conditions de similitude acceptables. Donc on a fait deux types d'essais en centrifugeuse, soit pour vérifier les charges ultimes, c'est-à-dire la surface de rupture, la courbe que je vous ai montrée, on voulait vérifier si elle était correcte, et également pour voir, sous sollicitation alternée, comment se comportait la fondation. Il y a eu deux séries d'essais de faits, une au CESTA à Bordeaux, au commissariat à l'énergie atomique, et la deuxième, la plus complète, a été faite dans la centrifugeuse du LCPC à Nantes, centrifugeuse que vous voyez ici. Donc c'est un appareil dont le rayon ici fait 5,50 m, qui est capable d'embarquer un modèle qui fait 2 tonnes, et le tout tourne à 100 G. Donc plus de 300 km/h en extrémité. Le matériau a été pris sur le site, il a été remis dans le modèle, et après on a testé notre fondation en rétablissant les conditions de similitude grâce à l'accélération de la centrifugeuse. Donc ça c'est une coupe du modèle. Alors bien entendu tout est à l'échelle. Le bac ici fait 40 cm, 90 cm de diamètre. La fondation ici faisait 30 cm de diamètre. Les inclusions, c'était des petits tubes métalliques qui faisaient 8 dixièmes de millimètre d'épaisseur, 8 cm de haut. Et les essais ont consisté à solliciter cette fondation, souvent différents trajets de chargement, pour vérifier les prédictions des modèles théoriques. Alors voilà une vue des inclusions. Dessous, c'est le massif de sol, reconstitué dans la centrifugeuse. Chaque petite inclusion ici faisait, comme j'ai dit, 8 cm et demi et quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur. Par-dessus, on venait mettre la fondation avec tous les vérins destinés à la solliciter, et après on mettait la centrifugeuse en marche et on appliquait les sollicitations pour vérifier les charges ultimes. Alors je vous montre juste un résultat. Ce qui est représenté ici, c'est la charge mesurée à la rupture. Ici, c'est la charge théorique de rupture calculée avant l'essai par les modèles que j'ai brièvement esquissés tout à l'heure.
Les premiers points qui sont en vert ici sont les essais qui ont été réalisés au CESTA, mais qui étaient des essais essentiellement préliminaires, destinés à mettre au point un petit peu à la fois l'appareillage expérimental et les théories. Vous voyez que les derniers essais réalisés au labo central des Ponts et Chaussées sont tous ici, pratiquement sur cette droite à 1 pour 1. Si tout était idéal, théoriquement, les charges mesurées et les charges calculées devraient s'aligner sur cette droite. Mais vous voyez qu'on a quand même une très très bonne prédiction, puisque entre les plus mauvais essais et les prédictions, on avait à peu près 12% d'écart dans les charges ultimes. Donc on avait là déjà une excellente validation de notre modèle de fondation. Voilà, et puis bien entendu, les séances centrifugeuses vous apportent tout un tas d'informations, comme par exemple, vous pouvez visualiser le mode de rupture de votre fondation. Ça, c'est une coupe qui a été faite dans le modèle, après l'essai. Vous voyez toutes les inclusions qui étaient instrumentées, en particulier avec des inclinomètres, avec des jauges de contraintes. Donc on a une richesse d'informations énorme, mais bien entendu, on ne peut pas dimensionner, concevoir un ouvrage avec ce type d'essai, parce que la mise en place, la réalisation d'un essai de ce type, c'est à peu près 1 mois. Donc il n'était pas question de faire toutes les études paramétriques qui étaient nécessaires à la base d'essais expérimentaux. Donc la validation expérimentale a vraiment été utilisée pour valider les modèles numériques. Et ce sont les modèles numériques qui ont été utilisés après pour la conception et le dimensionnement. Bon, ça je passe. Et puis, bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe quand même des techniques, et on le savait aussi, je veux dire, des techniques d'éléments finis, beaucoup plus élaborées que tout ce que l'on peut faire, qui permettent de faire des choses merveilleuses. Donc, à la fin, on a quand même utilisé également ces techniques d'éléments finis pour faire une ultime vérification du système de fondation. Alors simplement, je donnerai tout à l'heure des temps de calcul et vous comprendrez pourquoi il n'était pas possible d'utiliser les techniques d'éléments finis pour faire la conception. Le modèle élément fini que vous voyez là comportait plusieurs dizaines de milliers de degrés de liberté. On a même fait des modèles en 3 dimensions. Vous avez l'ouvrage, toutes les inclusions, et tout ça, bien entendu, est fortement non linéaire. Donc ça a généré des temps de calcul assez colossaux qui ne permettaient pas de les utiliser. On les a utilisés à titre de vérification, et je vous montre ici juste les vérifications. Les courbes en jaune, ce sont nos modèles, je dirais, analytiques, basés sur la théorie du calcul à la rupture. Les points que vous voyez ici, ce sont les calculs éléments finis. Alors, ceux-là, bien sûr, sont associés à la courbe blanche et ceux-là à la courbe jaune. Première constatation, les modèles éléments finis nous donnaient aussi des prédictions qui étaient à peu près plus ou moins 15% de ce que l'on avait estimé au départ. Donc, on bénéficie actuellement de 3 méthodes de dimensionnement. La méthode qui a servi à la conception, un modèle simple basé sur la théorie du calcul à la rupture, pratiquement des formulations analytiques, des validations expérimentales, et des méthodes extrêmement élaborées comme la méthode des éléments finis, le tout donnait des évaluations à plus ou moins 15%. Donc on était quand même relativement rassuré. Alors petite parenthèse, pourquoi ne pas avoir utilisé les méthodes d'éléments finis dès le départ? Pourquoi avoir voulu redévelopper quelque chose alors que les programmes éléments finis existent? Tout simplement pour la raison suivante. Pour établir cette courbe jaune ici, sur un PC comme ça, il faut à peu près 2 heures de calcul, entre 2 et 3 heures. Pour calculer avec notre modèle élément fini que je vous ai montré, un point, pas la courbe, un point, sur une machine qui a 4 processeurs en parallèle, il faut à peu près 8 heures de calcul. Donc vous imaginez qu'il n'était pas concevable, au stade d'une conception d'ouvrage, d'utiliser ce type de moyens pour effectuer toutes les études paramétriques. Dernier élément dans la conception qui est extrêmement importante, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la couche de gravier. Donc, bien évidemment, l'effort maximal que vous allez avoir dans la superstructure, par ce rôle de fusible, va être égal au poids de la structure. Celui-là, vous êtes censé le connaître à peu près quand même, que multiplie le coefficient de frottement. Coefficient de frottement, là aussi, on a une incertitude. Donc, on a réalisé sur site, avec les matériaux qui ont effectivement été mis en place, des essais de frottement. Donc, vous voyez des blocs ici. Alors, le bloc faisait 30 tonnes. Et ce sont des blocs qu'on poussait horizontalement de façon à mesurer effectivement le coefficient de frottement dans diverses conditions, sous l'eau, sans eau, etc. Et ça nous a même amené, ce genre d'essai, à modifier la composition de la couche de gravier que l'on mettait dessous pour avoir un coefficient de frottement qui ne soit pas trop élevé, auquel cas ça n'aurait pas joué le rôle de fusible, mais il ne fallait pas qu'il soit trop faible parce que les déplacements auraient été trop importants. Donc on a été amené même à choisir la nature du matériau de cette façon. Et tout ça nous permettait, en finale, de concevoir l'ouvrage, de calculer la réponse de l'ouvrage à une sollicitation sismique. Ce que vous avez ici, c'est juste pour illustrer ce critère de performance dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez ici la position initiale du centre de la fondation,
à l'intersection des axes. C'est une vue en plan c'est la surface du sol, si vous voulez. Position initiale de la fondation, et puis au cours du séisme, cette fondation, elle se déplace, et elle termine, une fois que le séisme est fini, c'était à peu près 30 secondes, elle termine en ce point-là, avec un déplacement permanent de 25 cm. Donc la fondation, après le séisme, elle n'est plus à sa position originale, elle s'est déplacée horizontalement de 25 cm. Mais encore une fois, ça c'était acceptable, pour autant que les rotations restent limitées. N'oubliez pas, si vous comparez ces 25 cm, n'oubliez pas que par ailleurs, l'ouvrage doit accommoder 2 mètres de déplacement. Donc 25 cm, ce n'était pas grand-chose, et ça satisfaisait absolument tout le monde. Ces fameux 2 mètres de déplacement, comment ont-ils été intégrés dans la conception de l'ouvrage? Par une idée qui n'est pas neuve, puisqu'elle avait déjà été mise en œuvre par les mêmes gens, puisqu'on a participé à la conception du TAJ, et puis c'était Canton Bernard qui fait partie du groupe Vinci également, qui revient à dire finalement le tablier, on ne va pas l'attacher au pylône, on va le suspendre par les haubans comme une énorme balançoire qui va faire 2,2 km de long. Et bien entendu, pour éviter, ça c'est une vue de dessous, alors il manque la chape de béton, mais c'est une vue de dessous, donc pour éviter que le tablier, comme il va se déplacer, et les calculs ont montré qu'il pouvait se déplacer en extrémité de plus ou moins 2 mètres, il ne vaut mieux pas être sur le pont ce jour-là, mais il peut se déplacer de plus ou moins 2 mètres. Pour éviter qu'il vienne heurter la superstructure, il y a des gros amortisseurs qui sont placés ici, qui absorbent l'énergie. Ces amortisseurs ont des vitesses de déplacement de 1 mètre par seconde et dégagent je ne sais plus quelle quantité d'énergie s'ils se mettaient en action, mais pratiquement de quoi alimenter en électricité la ville de Patras. Et pour éviter que le tablier bouge, y compris pour des sollicitations plus modérées, comme le freinage, le vent, il y a eu un système de buton fusible qui est ici, c'est-à-dire un élément qui maintient le tablier en place, mais qui, au-delà d'un certain niveau d'effort, celui généré par le séisme, casse et rend la liberté au tablier. Donc ça, c'est la solution qui a été utilisée. Et vous imaginez bien que cette énorme balançoire de 2,5 km de long, si vous lui imposez des déplacements de plus ou moins 2 mètres, c'est très très souple comme ouvrage, et donc on peut s'accommoder comme ça de mouvements des pylônes de plus ou moins 2 mètres dans n'importe quelle direction. Le tablier, c'est la balançoire suspendue. Voilà, j'en ai terminé avec la conception et le dimensionnement, et donc maintenant je vais vous montrer comment l'ouvrage a été réalisé, donc avec des photos du chantier. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, bien entendu, on va avoir à mixer deux types de méthodes de construction, des techniques liées aux ouvrages offshore, en mer, et des techniques classiques liées à des ponts à haubans. Alors la première chose, c'est de se dire, on va concevoir la fondation déjà dans une cale sèche, c'est-à-dire, vous allez avoir une photo, c'est comme une forme de radoub qui a été faite sur le site, creusée dans le terrain. Vous voyez, la mer est ici, donc fermée par un rideau de paille planche, et on a construit deux fondations, je vais dire on par excès, c'est Vinci bien sûr, construit 2 fondations à la fois dans cette forme de radeau. Alors là, c'est la première grande astuce de Vinci, c'est de se dire, plutôt que de faire une forme de radoub pour une fondation, je la fais pour 2. Pourquoi ? Tout simplement, on construit la première fondation jusqu'à une certaine hauteur, 18 mètres à peu près, de façon qu'elle puisse flotter. Parce que bien entendu, ça c'est du béton, mais à l'intérieur c'est vide. Donc la fondation, lorsqu'elle avait atteint 18 mètres de hauteur, pouvait flotter. À ce moment-là, on le verra tout à l'heure, je vais vous montrer d'abord des photos de la forme de radoub. Alors la forme de radoub, elle a été faite sur le site. En elle-même, c'était un ouvrage relativement important avec des gabions. Là, c'est en cours de dragage. Et puis après, bien sûr, elle a été asséchée. Donc elle fait à peu près 12 mètres de profondeur. Ici, vous avez le rideau de paille planche derrière lequel se trouve la mer. Et les fondations vont être construites sur cette forme de radoub. Comme vous le voyez ici, c'est une vue aérienne au début de la construction des 2 premières piles. La forme de radoub, pour vous donner les dimensions, fait plus de 200 mètres de long, plus de 110 mètres de large. C'est la dimension du Stade de France. Rien que cet ouvrage provisoire pour la construction des fondations jusqu'à 18 mètres de hauteur a les dimensions du Stade de France. Et donc, vous avez 2 fondations à la fois qui étaient construites dans cette partie. Voilà une vue de la fondation, le ferraillage. Ordre de grandeur du ferraillage, à peu près 500 à 600 kg d'acier au mètre cube, donc ça n'est pas rien. Vous avez ici une vue un peu plus tardive. Vous voyez donc le rideau de paille planche qui ferme, la mer qui est derrière, c'est le golfe de Corinthe, le pont va être ici en fait. Et vous voyez que le béton qui commence à monter, qui est la semelle inférieure de la fondation, les 90 mètres de diamètre qui sont là. Quand la première fondation avait atteint donc ces 18 mètres de haut et était susceptible de flotter,
Le rideau de pelle blanche a été enlevé, la forme de radeau a été remise en eau et la première fondation a été emmenée plus loin, on verra où, par des remorqueurs. La deuxième fondation, et c'est là toute l'astuce d'en avoir fait deux, plutôt que de rebattre un rideau de pelle blanche, ce qui est long, puis de l'enlever, c'est la deuxième fondation qui est venue devant et qui a fermé la forme de radeau. Et grâce à cette astuce, il y a eu un temps extrêmement important qui a été gagné sur la construction des fondations. Donc voilà une vue de la première fondation qui sort de la forme de radeau, tirée par les remorqueurs. Alors vous ne laissez pas tromper, elle paraît plus petite que celle-là. En fait, c'est simplement parce que celle-là elle est plus haute, donc elle s'est enfoncée déjà dans le sol, dans l'eau. Elle flotte, elle est enfoncée dans l'eau, mais elle fait aussi 90 mètres de diamètre, je vous rassure. Donc là voilà, une vue aérienne, vous voyez, tirée par les remorqueurs. Par un remorqueur, cette fondation va partir à une autre position à laquelle la construction va se poursuivre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est une vue un peu encombrée du chantier à un instant donné. Cette fondation-là, en fait, ce n'était pas sa position, elle devait être, mais elle était en attente pour d'autres raisons. Mais vous voyez que la deuxième fondation est venue fermer la forme de radeau devant et que la troisième commence derrière. La première fondation, donc elle part. Vous noterez qu'elle est partie avec sa grue et que sa grue va l'accompagner pendant toute la durée de vie de la construction. Elle est partie avec sa grue et ses remorqueurs vers une place. Donc vous la voyez là. Vous voyez la partie qui est immergée, que l'on voit en vert ici, tirée par 3 remorqueurs et sa grue au centre. Vue aérienne que j'aime particulièrement parce qu'on a l'impression d'une grosse méduse. En fait, c'est la fondation vue d'avion ici. Puis vous voyez la grue qui est au milieu. Et elle va partir à un endroit que l'on appelle le wet dock, où en fait elle va être ancrée sur 3 pieux par des chaînes, tout simplement, sur 3 pieux mis dans le sol. Et la construction va continuer à cet endroit-là. Elle est en flottaison. Et la construction va continuer, c'est-à-dire que de 18 mètres, on va monter jusqu'à 65 mètres de haut. Alors voilà, une vue du wet dock, ça n'a l'air de rien. Là, elle flotte. Vous allez voir la photo suivante. La grue est toujours là et on monte les coffrages, le ferraillage de la fondation. Et au fur et à mesure que la construction se poursuit, la fondation s'enfonce. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Là, je suis à moins 60 mètres sous le niveau de la mer. En fait, je suis dans le fond de la fondation, à moins 60 mètres, puisque le niveau d'eau est à peu près à ce niveau-là. Vous avez la grue donc, qui repose sur le fond, que l'on voit sortir ici. Mais ce qu'il faut réaliser, et là aussi, il y a une prouesse un peu technologique, une fondation qui flotte, elle est soumise au courant, elle est soumise au vent, etc. Mais vous montez vos murs de béton. Il faut quand même les monter verticalement. La grue, quand elle tourne, elle a des charges et elle fait basculer la fondation. Et en fond de fondation, donc à moins 60 mètres, il y avait toute une batterie d'ordinateurs qui contrôlait la verticalité de la pile et qui, par du ballastage d'eau dans les compartiments latéraux, maintenait cette verticalité. Le tout en temps réel, de façon à s'assurer que, effectivement, la construction se ferait à peu près à la verticale. Pendant ce temps-là, bien entendu, il fallait mettre en place les inclusions et les lignes gravier. Donc ça s'est fait avec une barge à pied tendu, en fait, c'est-à-dire des gros contrepoids qui tenaient la barge dans le fond, une grue et un marteau pour venir battre les inclusions et poser le ligne gravier. Alors battre les inclusions, c'est extrêmement rapide. Ça se fait en quelques minutes, ça s'est remarquablement passé. Toutes les inclusions ont été posées pratiquement à l'emplacement, à quelques centimètres près de leur emplacement. Le ligne gravier qui a été posé par-dessus, il y a eu bien sûr un nivellement de fait. Imaginez qu'à moins 65 mètres, sur 13 000 mètres carrés de gravier, il y a eu 1000 points de mesure de fait, et toutes les cotes étaient à plus ou moins 5 cm de la cote théorique de nivellement du gravier. Donc là aussi, c'était un bel exploit technologique qui a été réalisé. Donc voilà une vue de la fameuse inclusion, celle que vous avez vue tout à l'heure, qui cette fois est prise par la grue, qui est approvisionnée par cette barge qui va la chercher, bien entendu là, les amène, reprise par la grue qui est sur la barge à pied tendu et battue dans le sol. Et puis, quand au wet dock, la fondation a atteint les 65 mètres, elle flotte toujours, elle est de nouveau amenée par des remorqueurs à l'emplacement qui a été préparé, avec les inclusions et le gravier, mise à la verticale et ballastée à son emplacement. À part la première fondation qui a été ballastée avec un décalage de 30 cm, les autres fondations ont été mises en place à quelques centimètres près de la position théorique de nouveau. Donc voilà, la fondation, alors là vous ne voyez pas, mais il y a 65 mètres sous l'eau, qui arrive avec ses remorqueurs pour être mise à sa position définitive. Et à la position définitive, vous avez remarqué que la grue est toujours au milieu. Elle a toujours sa petite grue, alors elle est de plus en plus petite, mais elle a toujours sa petite grue au milieu. Et à partir de cette position, le chapiteau, c'est-à-dire cette partie-là, plus les jambes de pylône,
la construction s'est continuée, cette fois à la place définitive de la pile. Donc voilà une vue où vous voyez, elle sort juste de l'eau. Ici, enfin, elle sort juste, il y a quand même déjà 30 mètres. Et on continue à monter. Je vous rappelle que pour atteindre le chapiteau, il y a à peu près 55 mètres. Voilà le chapiteau. Donc ça, c'est le coffrage du chapiteau en tête de pile. Le ferraillage du chapiteau, alors là, on n'était plus à 300 ou 400 km3, on est à plus de 700 km3. En plus, avec de la précontrainte horizontale, donc quelque chose d'assez difficile à réaliser. Et puis, les jambes de pylône, dont la construction s'est poursuivie toujours sur place, avec toujours la petite grue au milieu. Parallèlement à ça, pour s'assurer que les tassements de la fondation seraient acceptables, on avait surchargé la fondation en remplissant tout le fût de pile jusqu'à moins 65 mètres d'eau, de façon à apporter une charge qui soit au moins équivalente à la charge finale de l'ouvrage. C'est ce que l'on appelle un préchargement. Et puis, bien entendu, il y avait un décalage dans le temps des différentes fondations. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une vue où les 4 fondations sont en place, en fait. Celle qui a été la première mise en place, c'est ici. Vous voyez que le chapiteau est déjà posé. La deuxième mise en place est ici. Le coffrage du chapiteau est mis en place. La troisième et la quatrième, je ne vois pas d'ici, mais la quatrième commence tout juste à arriver. Elle vient juste d'être posée. Donc, ça, c'est une vue du chantier à un instant donné. Pour terminer la construction, il y avait la tête de pylône à mettre en place. Tête de pylône qui est une pièce métallique qui est ici, que vous verrez un petit peu mieux sur la diapositive suivante, qui pèse quand même plus de 200 tonnes et qui a été mis en place à l'aide de cette grue qui est montée également sur un ponton flottant, qui était capable de prendre plus de 300 tonnes et de la mettre à 160 mètres de hauteur. Donc la grue qui est là, allait prendre sur la terre ferme la tête de pylône, arriver en flottaison et monter la tête de pylône à 130 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Voilà la tête de pylône, cette pièce métallique sur laquelle vous allez avoir tous les haubans qui vont être accrochés ici. Même chose pour le tablier. Le tablier était conçu, les poutres métalliques que vous avez vues tout à l'heure, par tranche de 12 mètres, préfabriquées donc sur la terre ferme. La grue, toujours la même barge, venait prendre ce tablier sur la terre ferme, aller en flottaison et la monter directement à hauteur du tablier. Et là, le tablier était accroché par les haubans. Donc voilà une vue un petit peu ultérieure du chantier, où vous voyez effectivement que les 2 fondations du fond ont déjà bien avancé, puisque les jambes de pylône, la tête de pylône est finie. Là, on est presque à mettre la tête de pylône. Alors bien entendu, vous noterez que cette fois, la grue, elle n'est plus au centre de la fondation, parce que du fait de la présence des jambes de pylône, il fallait bien qu'elle sorte quelque part. Donc elle a été posée sur le côté. Vous avez la barge dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec cette grue de grande capacité, et une autre fondation qui commence juste. Et puis, je vais terminer avec quelques vues du chantier à différents stades jusqu'à la fin. Donc, vous voyez ici, vous avez les 4 fondations avec les jambes de pylône, les morceaux de tablier qui commençaient à être mis en place sur les 2 fondations pour lesquelles les jambes de pylône étaient achevées. Et voilà l'ouvrage fini, tel que vous pourriez le voir actuellement, et tel qu'il a été terminé au mois de juillet. Donc, la ville de Rion sur le Péloponnèse est ici, la ville d'Antyrion sur le continent de l'autre côté, et vous avez ici une portée de 3 km de long à peu près, avec 560 mètres entre chaque travée. Et si vous allez en Grèce, asseyez-vous à l'avant de l'appareil, sur le côté gauche, et vous aurez la chance sans doute de voir l'ouvrage tel qu'il est là. Donc avant, vous voyez toujours, il y a toujours quelques ferries qui traversent. La liaison était assurée par des ferries. Il fallait, dans les bonnes périodes où il n'y avait pas trop d'embouteillage, 20 minutes pour traverser. Maintenant, en 3-4 minutes, vous traversez le golfe de Corinthe à cet endroit-là. Et l'ouvrage s'est achevé en fait le 8 août par un événement assez intéressant, qui était important pour tout le monde, qui était en fait la traversée de la flamme olympique. En fait, Vinci a anticipé, normalement l'ouvrage devait être fini fin de l'année, décembre 2004, mais en fait tout s'est bien passé, donc ils ont pu anticiper suffisamment la construction de façon que la flamme olympique, le 8 août, puisse traverser l'ouvrage. Et je dois dire que ça a été la fin pour tout le monde d'un défi technique assez exceptionnel, mais également d'une aventure humaine dont tout le monde se souviendra. Donc voilà une photo prise le jour de l'inauguration avec la flamme que vous voyez difficilement parce qu'il y a beaucoup de monde, elle est là en fait, qui arrive sur le pont. Et le pont maintenant est ouvert au trafic depuis le 11 août. Donc ça c'est une vue de nuit. Bon, le trafic est relativement important puisqu'il est à peu près le double de ce qui était prévu au départ. Actuellement, l'ouvrage fonctionne, d'après les éléments qu'on m'a donnés, à peu près à 20 000 véhicules par jour, ce qui est quand même pas mal. Alors,
si on tire des conclusions un petit peu de tout ce processus qui a duré quand même depuis 97, mais en fait on avait même commencé à travailler avant sur l'ouvrage, la raison du succès, je crois vraiment la clé du succès, je l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a eu du temps pour la conception, mais je crois aussi que la clé du succès, ça a été vraiment l'ambiance absolument extraordinaire qui a régné au sein de toute l'équipe. Et quand je dis toute l'équipe, ça a été depuis le concessionnaire, le constructeur, l'équipe des structures, les géotechniciens et même les contrôleurs d'études, les Canadiens Peter Taylor et les consultants. Bon, pour ceux qui connaissent la géotechnique, Ralph Peck faisait partie des consultants. C'est quand même une grande figure de la géotechnique mondiale. Et ben, au sein de toute l'équipe, il y a eu des relations absolument extraordinaires, ce qui fait que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et que le projet a pu se dérouler tout à fait normalement, sans incident, et comme je l'ai dit, en terminant 5 mois à l'avance par rapport au planning initialement prévu. Voilà, je vous remercie. Alain Pecker, merci beaucoup. Nous allons passer aux questions. Alors, levez bien la main si vous avez des questions parce que nous vous voyons difficilement. J'en ai une sur notre gauche. Levez-vous, monsieur, qu'on vous voit parce qu'on a les... Oui, bonjour. Vous avez parlé d'un spectre de dimensionnement au début qui allait à 1,2 G. Est-ce que c'était un spectre élastique ou est-ce qu'il y avait un coefficient de comportement? Non, élastique. D'accord, merci. Autre question à monsieur au centre de l'amphithéâtre. Est-ce que vous pouvez vous lever qu'on vous voit parce que... Merci. C'est moi une technique. Simplement, vous avez parlé de la structure, calcul structure. Parlez bien dans le micro. Vous n'avez rien dit sur l'influence de l'eau de mer. C'est-à-dire que c'est un pont qui va sur la mer. Et donc, je pense qu'il y a des influences chimiques, des influences d'érosion. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les précautions qui ont été prises à ce sujet? Bon, alors, si votre question, c'est, par exemple, bon, il n'y a pas de marée, si vous voulez. Hein. L'action de la mer, ce sont essentiellement des courants, avec des vitesses de l'ordre du mètre par seconde, si je me souviens bien. Il y a bien sûr un peu de clapot. Bon, vis-à-vis de la corrosion, bien entendu, il y avait une protection cathodique des fondations. Les inclusions, par contre, ne sont pas protégées contre la corrosion pour la bonne et simple raison qu'on est à plus de 65 mètres de profondeur, on est dans le sol, donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de circulation, donc il n'y a pas de risque de corrosion. Une question encore au centre? Oui. Voilà. Merci. Oui. Bonjour. Vous n'avez pas parlé des problèmes de liquéfaction de sol on pourrait avoir des détails, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. J'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu le temps. Alors, c'est vrai que dans tous les terrains qu'on a rencontrés, qui étaient des terrains lenticulaires, il y avait effectivement des couches qui étaient susceptibles de se liquéfier. Mais là, on a pu montrer que c'était aussi un des effets bénéfiques. C'était pas des couches continues, c'était un peu des lentilles isolées. Mais le système d'inclusion, en fait, renforçait, clouait ces couches. Et donc, on a pu vérifier qu'effectivement, même si les couches se liquéfiaient, on possédait suffisamment de résistance pour reprendre les efforts apportés par la fondation. Le seul point un petit peu différent, c'était sur les berges. Alors, je reviens juste, je suis passé, je ne l'ai pas mentionné, mais je voudrais juste remontrer où est-ce qu'elle est. Voilà. Sur les berges, en particulier du côté... ici, on avait des graviers extrêmement compacts pour lesquels il n'y avait pas de problème de liquéfaction. Par contre, ici, il y avait un énorme problème de liquéfaction et en fait, il n'était pas question de stabiliser les berges ici parce que ça aurait fait des volumes extrêmement importants. Donc, on a admis qu'il pouvait y avoir des glissements de terrain à ce niveau-là et les pieux... Alors, les fondations principales sont en dehors de la zone d'affluence, mais les pieux du viaduc d'accès qui étaient là ont été dimensionnés de façon à pouvoir reprendre les efforts amenés par ces mouvements de terrain. C'est pour ça que ça a conduit à des tubes, à des pieux qui faisaient 2,20 mètres de diamètre et 45 ou 50 mètres de long, pour les viaducs d'accès. Hein. Une autre question, je ne vois pas encore qui, mais ça va venir. Merci. Oui, est-ce que vous pouvez vous lever, monsieur, parce que vraiment, on vous voit difficile. Merci. Est-ce que la structure du sol n'a pas favorisé l'installation pour amortir, si vous voulez, ceci afin d'amortir les tremblements de terre? Est-ce que ce n'était pas un élément favorable? La souplesse du sol? Non, pas vraiment, parce que si vous regardez le spectre de réponse, si vous voulez, en fait, le sol amplifiait de façon relativement importante le mouvement
incident. Au niveau du rocher, on avait une accélération qui avait été estimée à peu près à 0,35 G. Au niveau du sol, on s'est retrouvé avec quelque chose d'un tout petit peu plus élevé, 0,5 G, mais ce n'est pas ça le plus important. C'est en fait que ce plateau ici à 1,2 G était beaucoup plus important du fait qu'on avait affaire à des sols meubles qui amplifiaient dans toute cette gamme de fréquences le mouvement sismique. Donc les sols, au contraire, jouaient dans la mauvaise direction pour ce problème. Est-ce que ces constructions ne se rapprochent pas de la construction sur des sols mous sans fondation? Qu'est-ce que vous appelez des constructions sans fondation? C'est le thème d'une conférence qui aura lieu dans quelques jours. Alors, faudra que je ne sais pas faire un ouvrage sans fondation, mais je ne peux pas vous répondre. Merci. Une question, je ne sais pas où. Oui. Ici, levez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Oui, on n'a pas parlé de la durée de vie d'un tel ouvrage. 120 ans. 120 ans 120 ans. Donc ça veut dire dans 120 ans, il faudra recommencer? Non, alors ça c'était effectivement lorsqu'on est passé... bon, je n'ai pas raconté un petit peu tout l'historique, mais il y a eu en fait sur cet ouvrage plusieurs appels d'offres. Le premier c'était un appel d'offres de construction classique, le deuxième c'était un appel d'offres en concession, et il s'est trouvé que le groupement mené par Vinci a été le seul à répondre. Ce qui ne plaisait pas beaucoup aux clients, bien sûr, à l'État grec, parce que n'avoir qu'une réponse, c'est jamais très, très encourageant. Et donc, on a dû passer devant des tas de commissions d'évaluation pendant pratiquement 6 ans. Et parmi les questions qui ont été posées, on nous a fait la remarque, on nous a dit « Mais oui, mais vous nous concevez un ouvrage qui dure 120 ans, puis dans 120 ans, il va s'effondrer. » Ce à quoi on leur a répondu que là, on était très fort, parce que s'il s'était effondré dans 120 ans, non. L'ouvrage est conçu pour 120 ans. Ça veut dire qu'effectivement, au bout de 120 ans, s'il était perdu, ce ne serait pas un drame, mais on espère bien qu'il continuera plus longtemps que ça. Encore peut-être une ou deux questions. Oui, là, j'ai madame, là. Levez-vous quand même qu'on vous voit bien. Merci. Oui, je voulais vous demander, s'il vous plaît, la largeur de ce pont. Et puis également, par rapport aux études qui ont duré 2 ans, est-ce que vous avez eu des aléas ou est-ce que tout a été sur du velours? Non, tout ne va jamais sur du velours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Non, il n'y a pas eu d'aléas au sens... il y a eu des moments difficiles, des moments d'angoisse. Effectivement, on se demandait si le concept était viable, si on arriverait à le justifier, si on arriverait à amener les preuves suffisantes. Non, c'est clair que ça ne s'est pas déroulé tout simplement. La première question, c'est la largeur de l'ouvrage. En fait, c'est 2 fois 2 voies. C'est le tablier, tout à l'heure, je l'ai montré. Entre les poutres, fait 21 mètres de large. Et bien entendu, après, il y a les trottoirs, les rambardes, etc. Mais entre la largeur des poutres, c'est 21 mètres et des poussières. Peut-être une dernière question. Oui, j'ai une dernière question. Tout en haut de l'amphi, au centre. Bonsoir. Est-ce que vous vous êtes inspiré, vous avez parlé des tremblements de terre de Mexico ou de San Francisco, est-ce que vous êtes inspiré justement de ces erreurs pour votre structure? Alors, bon, je ne dirais pas que ce sont forcément des erreurs. Des observations, bien entendu, mais ce ne sont pas des erreurs. Il faut voir que les séismes, ce sont quand même des événements relativement rares. Alors, suivant le côté où on se place, trop rare ou pas, ou trop fréquent, ça dépend de quel côté on se place. Donc on essaye de tirer toutes les leçons de ce que l'on observe. Et c'est clair qu'on a quand même tiré les leçons de Mexico, puisque la photo que je vous ai montrée de Mexico, 85, montrait bien que si on ne faisait rien, le risque c'était d'avoir des rotations importantes de l'ouvrage. Et c'est ça qu'on a essayé de prévenir. Donc vous pouvez dire qu'on a effectivement s'est inspiré de ce que l'on avait pu observer sur d'autres sites. Alain Pecker, je vous remercie. Merci.